2016-013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de service public de l'État. L'adoption de la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État en remplacement de la loi numéro 081-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel des carrières de service public de l'État avait marqué un tournant décisif dans le cadre des efforts du gouvernement de la République visant à réformer et à moderniser l'administration publique, socle du développement socio-économique de toute la nation. Cependant, 9 ans après son entrée en vigueur, certaines dispositions de cette loi se sont révélées équivoques, lacunaires, voire inadaptées dans la pratique, d'autant plus que le changement souhaité, tant en ce qui concerne la gestion des ressources humaines que le fonctionnement des services, peine à se réaliser. Plusieurs facteurs sous-jacentes perturbent et affectent profondément l'observance du droit à des procédures légales, minant en conséquence les incitations au changement ainsi que le fonctionnement efficace de services publics. À titre illustratif, les lacunes et faiblesses ci-après ont été constatées. L'inefficacité des dispositions régissant les recrutements, le vide juridique sur la situation de l'agent qui décède au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. La non prise en compte du grade de promotion à la retraite dans le calcul des allocations de fin de carrière ainsi que de la pension de retraite, préjudiciant ainsi les agents mis à la retraite avec le grade autre que celui de l'émirata. Le silence de la loi sur les statuts de certains agents lorsque les services dans lesquels ils sont affectés changent de nature juridique ou se transforment en une structure dont le personnel ne peut être régi par les statuts de 2016. La non-prise en compte de la possibilité pour l'administration d'attirer et d'utiliser pour des périodes déterminées et dans certains emplois spécifiques des ressources humaines dotées d'expériences particulières au titre d'agents contractuels sans qu'ils soient forcément titularisés pour faire carrière dans l'administration. L'impossibilité pour l'agent de se retirer momentanément de l'administration pour des raisons de convenance personnelle, en plus de modalités d'interruption temporaire jusqu'à organiser en l'occurrence le détachement et la mise en disponibilité. La présente loi apporte les innovations suivantes. Le renforcement et la clarification des règles relatives au recrutement, à la promotion en grade et à la bonne gestion des ressources humaines des services publics de l'État. La consécration de la retraite à titre posthume pour les agents qui décèdent en activité de service alors qu'ils avaient rempli l'un des deux critères de mise à la retraite. La valorisation du grade acquis lors de la mise à la retraite assortie d'une incidence budgétaire. L'instauration de la contraction au sein de la fonction publique. L'établissement de règles relatives à l'interruption temporaire de service pour des raisons d'exercice d'une activité économique ou pour d'autres susceptibles de contribuer au développement du pays. Telle est l'économie de la présente loi que nous portons à votre connaissance. Loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025 modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de service public de l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les articles 1, 4, 14, 15, 18, 19, 22, 29, 30, 37, 39, 40,
41, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 83, 94, 117, 130, 134. L'intitulé du deuxième chapitre 6 et du chapitre 9, ainsi que la section première du chapitre 9 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État sont modifiés et complétés comme suit. Article 1er. La présente loi fixe les règles concernant les statuts des agents de carrière de service public de l'État. L'agent de carrière de service public de l'État, si après l'agent est la personne nommée à un grade de la hiérarchie administrative pour occuper un emploi permanent budgétairement prévu dans un des services publics visés à l'article 2 de la présente loi. Lorsque la nature juridique d'un service public de l'État change, entraînant leur exclusion du champ d'application de la présente loi, les agents de carrière de service public de l'État qui y sont affectés passent d'office sous les régimes du droit commun ou de tout autre statut compatible avec la nature du nouveau service. Toutefois, l'agent de carrière de service public de l'État qui souhaite poursuivre sa carrière sous le régime du statut des agents de carrière de service public de l'État peut, dans les 12 mois qui suivent le changement de la nature juridique du service d'affectation, solliciter du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions une affectation dans un autre service dont le personnel relève du présent statut. La demande doit être motivée. Article 4. Tout recrutement a pour objet de pourvoir à la vacance d'un emploi repris dans le cadre organique d'un service budgétairement prévu. Il s'effectue dans le respect du principe de l'égalité d'accès aux fonctions publiques suivant les conditions requises pour chaque emploi à pourvoir. Les besoins de recrutement sont préalablement programmés dans la loi des finances de l'année. Pour chaque exercice budgétaire, le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions détermine, en collaboration avec le ministre ayant le budget dans ses attributions, les plafonds d'emploi à rémunérer dans tous les services visés à l'article 2 de la présente loi. Un règlement d'administration fixe les modalités de détermination des plafonds annuels d'emploi à budgétiser. Article 14. La période probatoire permet à l'autorité compétente de se rendre compte du degré de conscience et d'aptitude morale et professionnelle de l'agent. Sans préjudice des dispositions spécifiques de certaines catégories d'emplois pour être admis et nommé à titre définitif, l'agent accomplit une période probatoire de 3 mois. Article 15. À l'issue de la période probatoire, l'autorité déterminée par règlement d'administration établit un rapport donnant en conclusion ses avis sur l'opportunité de l'admission et de la nomination définitive de la loi de l'agent. Ce rapport est adressé pour décision par la voie hiérarchique à l'autorité investie de ce pouvoir. L'agent qui n'est pas admis ou nommé à titre définitif est licencié d'office, sans aucune indemnité par l'autorité compétente. En cas d'admission et de nomination à titre définitif, l'ancienneté de l'agent court à partir de la date de son recrutement. Article 18. Les grades des catégories B et C comportent les échelons établis comme suit. Chef de division, échelon 2, échelon 1, chef de bureau, échelon 2, échelon 1. Attaché d'administration de première classe, échelon 2, échelon 1, attaché d'administration de deuxième classe, échelon 2, échelon 1, agent d'administration de première classe, échelon 2, échelon 1, agent d'administration de deuxième classe, échelon 2, échelon 1.
Les passages de l'échelon 1 à 2 au sein d'un grade s'effectuent dans les mêmes conditions d'évaluation que pour l'avancement en grade sur proposition de l'autorité responsable du service d'affectation de l'agent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique prévu aux articles 135 de la loi en vigueur. L'initiative de la promotion revient au service dont dépend l'agent. Article 19. Les agents nommés au grade sont mis à la disposition des responsables de services administratifs énumérés à l'article 2 de la présente loi par les ministres ayant la fonction publique dans ses attributions. Sans préjudice des dispositions de l'article 74 de la présente loi, les agents mis à disposition sont affectés en interne aux différents emplois correspondant à leur grade selon le cas par le président de la République, le Premier ministre, le secrétaire général, le gouverneur de province ou tout autre responsable de service public de l'État énuméré à l'article 2 de la présente loi. Les agents de service administratif des chambres du Parlement sont affectés aux différents emplois correspondant à leur grade par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat selon le cas. L'agent exerce l'emploi auquel il est affecté sur toute l'étendue de la République selon ses compétences et aptitudes sans discrimination aucune. Un emploi est vacant lorsqu'il n'est pas occupé par un agent revêtu du grade correspondant. Il est considéré comme provisoirement disponible lorsque son titulaire est momentanément absent ou empêché. Article 22. Les cadres organiques et les effectifs maximaux des emplois existants au sein des différents services sont fixés par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, après concertation avec les services concernés. Toutefois, les cadres organiques et les effectifs maximaux des emplois existants au sein des chambres du Parlement, après concertation avec le gouvernement, fixés par décision du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Article 29. Les congés de circonstance sont accordés à la demande de l'agent. Ils ne peuvent être pris qu'au moment de l'événement qui les justifie. Les événements donnant droit à des congés de circonstance et leur durée sont fixés de la manière ci-après. Mariage de l'agent, 5 jours ouvrables. Accouchement de l'épouse de l'agent, 7 jours ouvrables. Décès du conjoint ou d'un parent au premier degré, 10 jours ouvrables. Décès d'un parent ou d'un allié au deuxième degré, 3 jours ouvrables. Déménagement, 3 jours ouvrables. Mariage d'un enfant, 2 jours ouvrables. Article 30. L'agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité d'une durée de 14 semaines consécutives, dont 8 semaines au moins après l'accouchement. Le congé de maternité est accordé sur présentation d'un certificat médical indiquant la date probable de l'accouchement. Sur demande de l'agent, le congé de maternité peut être rallongé de la durée des congés de reconstitution auxquels l'agent a droit au courant de la même année. Article 37. Les disponibilités à la demande de l'agent ne peuvent être accordées que dans le cas suivant. 1. Pour effectuer en République démocratique du Congo ou à l'étranger des études ou des recherches présentant un intérêt général pour le pays. Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder 5 ans. Néanmoins, cette durée est renouvelable une fois lorsque la spécificité des études ou des recherches le justifie. La disponibilité sollicitée pour raison d'études ne peut être accordée qu'à l'agent ayant acquis une ancienneté de 3 ans au moins dans la carrière. Pour des raisons sociales, dans le cas où l'agent accompagne son conjoint en mutation, dans le cas où l'agent accompagne son conjoint ou enfant mineur
dans un lieu d'hospitalisation ou de traitement en République démocratique du Congo ou à l'étranger. Pour exercer un mandat électif, dans ce cas, la durée de la disponibilité correspond à la durée du mandat. Pour d'autres raisons de convenance personnelle, dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder 5 ans consécutifs sur une période de 10 ans. La disponibilité, pour raison de convenance personnelle, n'est accordée qu'à l'agent ayant une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'administration publique. Article 39. La situation de l'agent en disponibilité à sa demande est réglée comme suit. 1. Dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour permettre à l'agent d'effectuer des études ou des recherches dans l'intérêt général pour le pays, l'agent perçoit le quart de son traitement majoré des avantages sociaux. La durée de la disponibilité est comprise dans le temps de service comptant pour l'avancement du grade et de traitement ainsi que dans la durée de la carrière. 2. Dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour des raisons sociales, lorsqu'il accompagne son conjoint en mutation, l'agent bénéficie du quart de son traitement pendant une année pour autant qu'aucune possibilité d'affectation ne soit trouvée au lieu de nouveau poste du travail du conjoint. L'agent bénéficie de la moitié de son traitement majoré des avantages sociaux pendant une période d'1 an, lorsqu'il accompagne son conjoint ou son enfant mineur dans un lieu d'hospitalisation ou de traitement. 3. Dans le cadre où la disponibilité a été accordée pour l'exercice des mandats électifs, l'agent perd le bénéfice de la totalité de son traitement et tous les avantages sociaux. Toutefois, la durée de la disponibilité et l'expérience acquise sont comprises dans le temps de service et comptent pour l'avancement en grade. Dans le cas où la disponibilité est prononcée pour raison de convenance personnelle, l'agent ne perçoit ni la rémunération ni des avantages sociaux. Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne compte pas comme temps de service et n'entre pas en ligne de compte pour l'avancement en grade et de traitement. Article 40. La disponibilité rend provisoirement disponible l'emploi occupé par l'agent. À l'expiration de la période de disponibilité, l'agent est replacé en activité, sauf le cas de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, de l'agent qui accompagne son conjoint en mutation, de l'impossibilité pour l'agent de rejoindre son poste de travail. Un règlement d'administration détermine les modalités de réintégration des agents au sein des services publics à la fin de la période d'interruption de leur service, notamment de disponibilité et de détachement. Article 41. L'agent sur qui pèsent des indices de faute suffisamment graves peut être suspendu de ses fonctions. Dans ce cas, la suspension n'est pas une sanction, mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. La durée de la suspension ne peut excéder 3 mois. Dépassé ce délai, l'agent reprend ses fonctions d'office. La suspension est accompagnée de l'ouverture d'une action disciplinaire. Elle est décidée par l'autorité hiérarchique dont relève directement l'agent. Le ministre de la fonction publique, dans ses attributions, dispose de la plénitude de l'action disciplinaire. Il peut déléguer ce pouvoir au chef hiérarchique de l'agent. Article 67. Suivant la gravité de fait, les sanctions disciplinaires applicables à l'agent sont 1. Le blâme. 2. La retenue du tiers de la rémunération pour une durée ne dépassant pas 1 mois. 3. L'exclusion temporaire avec privation de rémunération pour une période ne dépassant pas 3 mois. 4. La révocation. Article 68. Le blâme. La retenue du tiers de la rémunération pour une durée ne dépassant pas 1 mois ainsi que l'exclusion temporaire
avec privation de rémunération pour une période ne dépassant pas 3 mois sont prononcés par les chefs hiérarchiques désignés par règlement d'administration. La révocation et l'exclusion définitive prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade dont l'agent incriminé est revêtu pour faute ou manquement grave au devoir de son État après avis du Conseil de discipline prévu à l'article 137 de la présente loi. La retenue ne s'applique pas aux avantages sociaux de l'agent. Article 70. L'évaluation est obligatoire pour tout agent soumis au présent statut. Elle a pour objet d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent en évaluant ses compétences, son assiduité, son intégrité, son sens social, sa conscience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer ses fonctions. Cette appréciation peut être revêtue de formes diverses selon le contexte dans lequel elle s'inscrit. Elle prend notamment la forme d'un entretien professionnel entre le supérieur hiérarchique direct et l'agent évalué, au cours duquel sont examinés les objectifs assignés à ce dernier ainsi que les résultats effectivement atteints. L'évaluation est réalisée après chaque année civile, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. L'absence d'évaluation des agents d'un service après cette date constitue une faute disciplinaire à charge de l'autorité compétente. Le chef hiérarchique compétent établit un bulletin qui décrit brièvement les objectifs et les tâches assignées à l'agent ainsi que les résultats réellement atteints en fin d'année. Il y propose l'appréciation du mérite qu'il estime devoir être attribué à l'agent. L'appréciation du mérite est synthétisée par l'une des mentions suivantes. Élite, très bon, bon, assez bon et médiocre. Après une période de 3 ans, les services réalisent un bilan de compétences de l'agent. Le bilan de compétences est réalisé avec le concours de la direction des ressources humaines du service dont dépend l'agent, par le service technique attitré du ministère de la fonction publique ou d'un organisme spécialisé, public ou privé, dûment mandaté par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Le rapport établi au titre du bilan des compétences définitives définit le niveau du savoir, du savoir-faire et savoir-être de l'agent dans différents domaines. Ce niveau d'évaluation est synthétisé par les mentions suivantes. Expert, maîtrise, apprenti, inapte. Une copie du rapport du bilan des compétences est versée au dossier de chaque agent, une deuxième copie transmise à son supérieur hiérarchique et une troisième copie remise à l'agent. Le rapport du bilan des compétences est définitif. Toutefois, si l'agent s'estime lésé, il peut, dans les 6 mois qui suivent l'établissement du rapport, demander à passer une nouvelle évaluation. Article 71. L'autorité qui établit le bulletin d'évaluation en transmet copie à l'agent dans un délai de 15 jours. Il est loisible à l'agent d'introduire la voie hiérarchique dans les 8 jours de la réception de la copie du bulletin d'évaluation un recours contre l'appréciation du mérite. Le recours accompagné des avis des supérieurs hiérarchiques de l'agent est transmis avec le bulletin d'évaluation à l'autorité compétente pour attribution définitive des appréciations. Nul ne peut s'opposer à la transmission d'un recours introduit par l'agent sous peine de sanctions disciplinaires. La décision d'attribution définitive de la note de l'évaluation n'est susceptible d'aucun recours. Un règlement d'admission fixe les modalités de l'évaluation. Article 72. Les promotions en grade ne peuvent avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'emploi budgétairement prévue dans les limites de cadre organique.
Les candidats à la promotion doivent remplir les conditions suivantes. Avoir obtenu au moins l'appréciation très bon lors des 3 dernières évaluations et d'au moins des mentions maîtrise lors du dernier rapport de bilan des compétences. Avoir accompli 3 ans d'ancienneté au moins dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion. Avoir participé avec succès et s'être classé en ordre utile à un concours organisé pour le passage d'une catégorie à un autre, à l'exception de la première catégorie dont les 3 conditions énumérées ci-dessus sont requises pour le passage d'un grade à un autre. En cas d'égalité de réussite au concours, le candidat ayant obtenu la meilleure cote signalétique, a priori, toutefois, les conditions de promotion de l'agent effectuant la carrière plane sont déterminées par voie de règlement d'administration. Tout candidat qui a échoué 2 fois successivement ne peut prétendre à accéder au grade de directeur. Pour les grades inférieurs à celui de directeur, 3 échecs successifs privent l'agent du droit de participation au concours. Article 74. Le secrétaire général de l'administration est nommé par le président de la République sur proposition du gouvernement, délibéré en conseil des ministres parmi les hauts fonctionnaires revêtus au moins du grade de directeur dans l'administration publique. Des secrétaires généraux sont affectés et mis en service par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Les promotions au grade des catégories B, C et D sont octroyées par le Premier ministre sur proposition selon les cas du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat accorde la promotion au grade de directeur dans l'administration publique. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 92, alinéas 3 et 4 de la Constitution, par délégation du Premier ministre, le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions accorde la promotion au grade des catégories B et C. L'initiative de promouvoir un agent revient au service dont il relève. L'octroi d'une promotion des grades donne droit au traitement initial au grade conféré. L'agent qui jouit déjà d'un traitement supérieur à celui que donne l'avancement des grades conserve ce traitement majoré d'une augmentation de 3% calculée sur le traitement initial de son grade. Article 80. L'agent est d'office mis à la retraite lorsqu'il a soit atteint l'âge de 65 ans, effectué une carrière de 35 ans. Néanmoins, lorsque l'agent a accompli 35 ans d'ancienneté, mais qui n'a pas atteint 65 ans d'âge, le responsable du service d'affectation de l'agent peut, après consultation de l'agent concerné, solliciter du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions une autorisation de maintien en activité de service jusqu'à ce que l'agent atteigne 65 ans d'âge. Cette autorisation est accordée sur décision du ministre de la fonction publique lorsque l'agent justifie des performances professionnelles exceptionnelles attestées par ses bulletins d'évaluation des 3 dernières années ou à l'initiative de l'administration en cas d'insuffisance professionnelle constatée par l'évaluation des 3 dernières années ne permettant plus son reclassement dans un autre emploi ou en cas d'une compromission liée aux insuffisances d'éthique et déontologie ne justifiant plus ses prestations dans les services publics, être mis à la retraite s'il accomplit une carrière de 25 ans au moins. L'agent peut, à sa demande ou à l'initiative de l'administration, en cas d'insuffisance professionnelle constatée par l'évaluation des 3 dernières années, ne permettant plus son reclassement dans un autre emploi ou en cas d'une compromission liée aux insuffisances techniques et déontologiques, ne justifie
pour une durée de 12 mois renouvelable une fois l'utilisation d'un agent mis à la retraite, lorsqu'en raison de son expertise et de son expérience, son rappel en activité est indispensable pour l'encadrement et la transmission de compétences intergénérationnelles. L'agent bénéficiera du rappel en service, ne participant pas à l'avancement en grade et ne pose plus des actes engageant le service. Il est soumis au régime des agents contractuels. Lorsqu'un agent ayant rempli l'un des critères de mise à la retraite décède en activité de service, une décision de mise à la retraite à titre posthume est prise en sa faveur. Dans ce cas, l'allocation de fin de carrière et de mise à la retraite et tous les avantages dus à la mise à la retraite sont versés à la succession constituée de l'agent conformément au code de la famille. Les indemnités de fin de carrière sont cumulées avec l'allocation de décès. À sa demande, l'agent en détachement peut bénéficier de mêmes avantages. La mise à la retraite est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 83. L'agent est licencié pour inaptitude professionnelle lorsqu'il fait preuve d'insuffisance professionnelle constatée par l'évaluation des 3 dernières années dans les emplois correspondant à son grade. Le licenciement est prononcé d'office lorsque l'agent a reçu 3 mentions médiocres ou inaptes après le bilan de compétences. Article 94. La liberté syndicale est garantie à l'agent de carrière de service public de l'État. Les agents peuvent, dans les conditions fixées par décret du Premier ministre, délibérer en Conseil de ministres, sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, créer des organisations syndicales et adhérer et exercer des mandats. Ces organisations syndicales sont dotées de la personnalité juridique et peuvent ester en justice. Article 117. Tout agent qui, pour une cause autre que la démission d'office ou la révocation, cesse définitivement ses services après avoir accompli une carrière de 25 ans au moins, reçoit une allocation de fin de carrière. Le montant de l'allocation de fin de carrière est égal aux 2 quarts, 3 quarts ou 4 quarts du montant annuel du traitement de base du grade auquel l'agent est promis à titre honorifique à sa mise à la retraite, selon que l'agent a accompli une carrière de moins de 30 ans, de 30 ans à moins de 30 ans, 5 ans ou de 35 ans au moins. Tout agent licencié reçoit également une allocation de fin de carrière dont le montant est égal au traitement d'un, de 2 ou de 3 mois selon que l'agent a accompli une carrière de 6 à 11 ans, de 12 à 17 ans ou de 18 à 24 ans. L'allocation de fin de carrière est exemptée de toute imposition fiscale. Article 130. Lorsque le barème de traitement attaché au grade des agents en activité subit une augmentation générale, les pensions et les rentes sont revues à la hausse dans une proposition identique. Article 134. Tout agent revêtu du grade de secrétaire général qui, après 25 ans de bons et loyaux services, aura accompli une ancienneté d'au moins 3 ans révolue dans le grade est justifiée 3 fois d'une note d'évaluation égale à supérieure à très bon, peut être admis à l'éméritat. Le secrétaire général bénéficie, outre son dernier traitement, de mêmes avantages que le secrétaire général en activité. Un règlement d'admission détermine les avantages auxquels ils ont droit et fixe les modalités pratiques et afférentes. Chapitre 7. Des avantages sociaux. Chapitre 9. De l'évaluation, de l'avancement en grade et de l'avancement de traitement. Section 1er. De l'évaluation. Article 2. Il est inséré dans la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État
les articles 1er bis, 1er ter, 1er quater, 1er quinqui et 55 bis. Article 1er bis. Pour certaines catégories d'emplois requérant une technicité ou une expertise spécifique et certains métiers relevant de la catégorie d'emploi d'exercice, les responsables des services repris à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés de recruter des agents contractuels suivant les modalités définies par les règlements d'admission. Article 1er ter. Nul ne peut être recruté agent contractuel pour les métiers relevant de la catégorie d'emploi d'exécution s'il n'est âgé d'au moins de 18 ans à la date de l'ouverture du processus de recrutement. Pour les catégories d'emploi requérant une technicité ou une expertise spécifique, le recrutement n'est ouvert qu'aux personnes âgées d'au moins 45 ans et justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine des compétences considérées à la date d'ouverture du processus de recrutement. Article 1er quater. Par dérogation à l'article 7 alinéa 2 du statut, les agents contractuels peuvent être recrutés directement dans les emplois de coordination, d'encadrement et de commandement à l'exception du grade de secrétaire général. Article 1er. Le contrat d'engagement de l'agent contractuel est conclu par écrit et ne peut excéder la durée de 5 ans renouvelable une fois. Il est signé conjointement par le responsable du service requérant, le ministre ayant respectivement le budget et la fonction publique dans leurs attributions, ainsi que l'agent concerné. En sus de clauses contractuelles, les agents sous contrat sont soumis au statut des agents de carrière des services publics de l'État. Un règlement d'admission fixe les modalités de recrutement, de rémunération et d'exécution du contrat des agents contractuels. Article 55 bis. L'État souscrit une assurance au bénéfice des agents de services publics de l'État couvrant les frais médicaux, les soins de santé et le frais funéraire. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil de ministres, sur proposition conjointe des ministres ayant respectivement la fonction publique, la santé et la prévoyance sociale, le budget et les finances dans leurs attributions, fixe les modalités d'organisation de la police d'assurance en faveur des agents publics ainsi que les taux de cotisation entre l'État employeur et l'agent bénéficiaire. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 4. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 1er juillet 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 1er juillet, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulé, directeur de cabinet. Loi numéro 25/049 du 7 juillet 2025, modifiant et complétant la 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics dans la mise en œuvre très limitatif faible à l'article 2 de la loi précitée ne vide pas complètement la problématique de la protection sociale de tous les agents publics de l'État, conformément aux dispositions des articles 12 et 36 de la Constitution, garantissant à tous les Congolais
les droits à une égale protection sociale. En effet, dans la mise en œuvre de la loi susmentionnée, il est apparu qu'il subsiste des catégories d'agents publics qui ne sont couvertes par aucune protection sociale, ce qui les expose à la précarité. C'est le cas notamment de ceux qui exercent des fonctions éphémères, parmi lesquelles les fonctions politiques. Pour faire face à cette situation, tout en s'inspirant de bonnes pratiques en la matière dans le monde, y compris dans certains pays africains, la présente loi apporte les innovations suivantes. L'institution d'un régime de sécurité sociale par capitalisation en faveur des agents non couverts par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022. La prise en compte des autres catégories dépourvues de couverture sociale. La présente loi modificative a le mérite d'instituer un mécanisme de protection sociale adapté à la nature des emplois de ces catégories spécifiques d'agents publics qui ne font pas carrière et de ce fait ne peuvent souscrire au modèle traditionnel de sécurité sociale géré par réparation qui nécessite une période minimale de 15 ans de cotisation pour prétendre à l'ouverture de droits. Telle est l'économie de la présente loi. Loi numéro 25/049 du 7 juillet 2025, modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022, portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. L'article 3, point 1 et l'article 25, ainsi que les intitulés de la section 1er du chapitre 3, de la section 15, du chapitre 4, de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022, portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État sont modifiés comme suit. Article 3. 1. Agent public de l'État. Toute personne qui exerce une activité publique de l'État ou est rémunérée par ce dernier. 2. Affiliation. Rattachement de l'agent public au service de sécurité sociale institué par la présente loi, tant au niveau de ses obligations, cotisations, que de ses droits, prestations. 3. Assiette de cotisation, l'ensemble des éléments de la rémunération de l'agent pris en compte pour le calcul des cotisations. Cotisation sociale. Prélèvement obligatoire, périodique, imposé aux agents publics de l'État, employeurs, destiné par la présente loi. Déchéance du droit à la pension, perte du droit à la pension de retraite, d'invalidité et de survivants, soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ces conditions d'application ou à exercer. 6. Fonds de roulement, fonds servant au maintien d'un volume suffisant de liquidité pour faire face aux dépenses courantes. 7. Immatriculation, procédure administrative par laquelle un organisme de sécurité sociale identifie ses assujettis, les enregistre dans ses livres et attribue à chacun un numéro de sécurité sociale. Invalidité, réduction partielle ou totale de capacité physique ou inapte à poursuivre son travail habituel. Maladie professionnelle, maladie reconnue par une loi, un règlement comme causé par le travail assigné à un agent public. Pension, allocution régulière versée au titre de l'assurance vieillesse, de l'assurance invalidité et de l'assurance survivant. Pension d'inaptitude,
redevance reconnue et versée au crédit rentier par les débits rentiers ayant pour but de compenser la perte ou la diminution de la capacité provenant d'un accident, d'une maladie ou d'une infirmité. Pension des survivants. Allocation versée aux survivants d'un assujetti décédé. Pension des retraites. Allocation versée périodiquement aux agents publics admis à la retraite pour vieillesse aux carrières longues. Période d'assurance. Nombre de mois de cotisation requis pour bénéficier de la pension. Prestations sociales. Versement en espèces ou en nature que les institutions de protection sociale allouent à leurs bénéficiaires. Section 1er. De prestations services. Article 25. Les cotisations versées pour le financement de cette branche couvrent à l'assujetti les droits aux prestations suivantes. La pension des retraites, la pension anticipée, la pension d'inaptitude physique, la pension des survivants, l'allocation unique, la prestation d'épargne retraite logement. Article 14. Des commissions techniques permanentes. Article 2. Il est inséré dans la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État les articles 1er bis, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 3 bis, 25 bis, 45 bis, 77 bis, 78 bis et 92 bis libellés comme suit. Article 1er bis. Il est institué un régime contributif obligatoire de sécurité sociale géré par capitalisation en faveur des agents publics repris à l'article 2 bis ci-dessus. Le régime visé à l'alinéa précédent couvre uniquement la branche de pension. Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions peut étendre le bénéfice des autres branches prévues par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Article 2 bis. Sans préjudice des statuts particuliers reconnus à certaines catégories d'agents publics de l'État sont assujettis au régime contributif de sécurité sociale géré par capitalisation, notamment 1. Les membres du gouvernement central, autres que le Premier ministre, les députés provinciaux, les gouverneurs de province, les membres des gouvernements provinciaux, les membres des organes délibérants et exécutifs des entités territoriales décentralisées, les membres du Conseil économique et social, les membres des institutions d'appui à la démocratie, les membres des cabinets des autorités et institutions ci-après, président de la République, membres du bureau de l'Assemblée nationale, membres du bureau du Sénat, membres du gouvernement, membres de la Cour constitutionnelle et du parquet général rattaché, membres de Cour de cassation et du parquet général y rattaché, membres du Conseil d'État et du parquet général y rattaché, membres de la Haute Cour militaire et de l'auditorat général des forces armées, membres de la Cour des comptes et du parquet général y rattaché, membres des bureaux des assemblées provinciales, membres des gouvernements provinciaux, membres des bureaux des institutions d'appui à la démocratie, les assistants des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux. Tout autre agent public de l'État, tel que défini à l'article 2 du décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État peut être assujetti au régime institué par l'article 1er bis de la présente loi lorsqu'il n'est pas couvert
par un autre système de sécurité sociale. Il est arrêté, un arrêté du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Article 2 ter, les cotisations dues à titre de régime contributif obligatoire gérées par capitalisation sont à charge exclusive de l'assujetti. Les taux de cotisation sont fixés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil de ministres sur proposition du ministre ayant en charge la fonction publique dans ses attributions. Article 2 quater. Le régime de sécurité sociale institué par la présente loi est géré par l'organisme gestionnaire visé à l'article 4 de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Article 3 bis. Au sens de la présente loi, on entend par capital unique le fait pour l'assujetti de récupérer en une fois l'ensemble de ses cotisations majorées des intérêts. B. Rente certaine le fait pour l'assujetti de récupérer ses cotisations de manière échelonnée sur une période définie. Article 25. Les cotisations versées pour le financement de cette branche ouvrent à l'assujetti, selon son choix, le droit à un capital unique, une rente certaine, une combinaison du capital et de la rente, une pension des survivants. Il y a combinaison du capital et de la rente lorsque l'assujetti fractionne en deux parts son capital dont l'une lui est versée en un montant unique et l'autre est versée suivant des mensualités convenues. Section 6 bis de la prestation d'épargne retraite logement. Article 43 bis. Il est institué un régime contributif d'épargne retraite logement obligatoire en faveur des agents publics repris à l'article 2 de la présente loi. Ce régime instaure une cotisation alimentant un dispositif d'épargne à long terme débouchant sur une proposition d'aide au financement en faveur du logement ou, au moment de la retraite, le versement du capital constitué ainsi que des intérêts capitalisés. Article 77 bis. Les dispositions de l'article 77 de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État sont applicables mutandis aux assujettis du présent régime. Article 78 bénéficie de prestations prévues à l'article 25 bis de la présente loi l'assujetti qui remplit cumulativement les conditions ci-après. Avoir atteint l'âge de 65 ans, avoir cessé d'exercer l'une des fonctions prévues à l'article 2 bis ci-dessus. Toutefois, peut bénéficier de prestations anticipées l'assujetti atteint, avant l'âge requis, d'une incapacité mentale ou physique, partielle ou totale, constatée par la commission médicale, le rendant inapte à exercer une activité rémunératrice. L'assujetti n'ayant pas atteint 65 ans, mais qui justifie d'une période de cotisation cumulée d'au moins 120 mois, sans préjudice du point B de l'alinéa précédent. Le bénéfice de prestations est suspendu lorsqu'après avoir été ouvert, l'assujetti recouvre une fonction reprise à l'article 2 bis de la présente loi et réactive de ce fait ses cotisations. Ce bénéfice de prestations reprend de plein droit après la cessation de cette dernière fonction. Article 92. Outre la commission médicale, le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions peut, sur proposition de l'organisme gestionnaire,
créer toute autre commission jugée opportune, notamment technique, selon les besoins spécifiques de gestion des différentes branches. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 4. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 7 juillet 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 7 juillet 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulé, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 25/036 du 8 juillet 2025 autorisant la ratification de l'accord sur les subventions à la pêche de l'Organisation mondiale du commerce. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 011/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 129 et 214 alinéa 1er. Vu la loi numéro 25/031 du 19 juin 2025, portant habilitation du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre le membre du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et de vice-ministres. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil de ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord sur les subventions à la pêche de l'Organisation mondiale du commerce. Article 2. La présente ordonnance, loi, entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 8 juillet 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Souminois Toulouka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 8 juillet 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamoulé, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 25/037 du 8 juillet 2025 autorisant la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 129 et 214 alinéa 1er. Vu la loi numéro 25/031 du 19 juin 2025 portant habilitation du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil
de ministres ordonne, article 1er, est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Article 2. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 8 juillet 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 8 juillet 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kiezo Kamoulé, directeur de cabinet. Voilà tout pour la lecture de ces ordonnances. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur